Et j'ai eu envie de, à un moment donné, parce que c'était un personnage dont je voyais qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre, enfin quelque chose d'intéressant par un côté multifacette que je percevais. J'ai voulu m'intéresser à Maurice Baquet, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose, une manière d'aborder les choses qui allait être un peu, je dirais, un peu décalée, un petit peu de côté, un peu de biais. Je me suis intéressé à Maurice Baquet, donc j'ai proposé à Guérin qu'on fasse ce travail-là. Et en deux mots, tu peux un peu le situer, Maurice Baquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Maurice Baquet, donc on va l'évoquer là à travers des lectures, et puis moi ça va me permettre sur les lectures de rebondir et puis de parler un petit peu de sa vie, alors de différentes images autour de sa vie. Donc Maurice Baquet, c'est d'abord un violoncelliste, un excellent violoncelliste, et qui à côté de cette passion pour le violoncelle, a eu une autre passion qui est la montagne, qu'il a aussi menée de front. Et encore à côté de ça, il a eu une carrière de comédien, que ce soit au théâtre, à l'opérette, au cinéma. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de protéiforme, quelqu'un de talentueux. Et percevant ça, c'est tous ces multiples talents qui m'ont donné envie d'écrire sur lui. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui respire le bonheur et la joie de vivre. Et voilà, ça, par rapport au monde de la montagne, c'était aussi quelque chose d'important pour moi. On va attaquer tout de suite pour voir d'où il vient ce monsieur. Okay. Ce soir, rue de Thizy, les plats mijotent sur des motifs de concerto pour piano de Schumann. C'est l'air favori de Marcel. Elle l'attaque au piano, accompagnée par le reste du quatuor familial réuni autour d'elle. Léopold au violoncelle, René Marcel à la flûte et Momo, 6 ou 7 ans, trop petit pour ce drôle d'instrument que son père lui a offert, un violoncelle. Qu'à cela ne tienne, Maurice n'hésite pas et grimpe dessus pour faire ses premières bases. Chez les Maquet, on aime et on joue de la musique. Maurice progresse vite. Quand il atteint l'âge de 11 ans, son père décide de le destiner à la musique. Maurice sera violoncelliste. Et pourquoi pas dans un ensemble militaire? Ça aurait de l'allure. À côté de ses études au collège Claude Bernard de Villefranche, le garçon commence le cours de musique. L'instrument lui plaît. Une jolie forme, du volume. Maurice aime ce contact physique. Avec ses 4 cordes accordées en quinte, do, sol, ré, la, pour frotter avec l'archet ou pincer avec les doigts, ce cousin du violon est une bonne nature. Il s'exprime avec une large tessiture, du grave à l'aigu, presque humaine. Sa voix est chaleureuse, ronde comme la forme de sa caisse en érable. L'apprentissage n'est pas facile, certes. On est assis et la position semble plus naturelle qu'avec un violon, mais les difficultés sont réelles. La tenue de l'archet, la main gauche qui ne doit pas glisser le long du manche incliné et les doigts qui doivent trouver la justesse du son. Il faut avoir les bons écarts et les cordes sont bien grosses pour des mains d'enfant. Les débuts sont difficiles, mais Maurice travaille. Il a une oreille plus qu'excellente, déchiffre vite et c'est un garçon solide avec des petites mains déjà musclées, bien utiles pour l'instrument. Précision utile pour la suite de notre histoire. Momo a trouvé un surnom pour son compagnon. Ça lui est venu un soir à table en regardant la boîte de sel familiale. Une boîte de marque Cerebos. Sel, Cerebos. Violoncelle, Cerebos. Violoncelle, Cerebos. C'est parti pour Maurice et Cerebos. Un sacré duo. Oui, donc voilà. Maurice, il est né en 1911 à Villefranche-sur-Saône, dans une famille de musiciens amateurs, parce qu'ils font tous de la musique. Ce que n'a pas lu Lorraine, c'est que en effet, ils jouent souvent le soir en famille, et puis on joue un mouvement d'un concerto de Schumann, mais sous prétexte que la cuisine est à faire. C'est Madame Baquet qui est au piano. Elle s'arrête toujours avant la partie difficile pour aller en cuisine. Mais bon, bref, voilà. Donc il commence le violoncelle. Et son père le verrait bien violoncelliste militaire, parce que lui-même est musicien dans une fanfare militaire. Et ça va vraiment être l'affaire de sa vie, le violoncelle. Donc ça, c'est quelque chose. C'est pas que du décor, c'est pas le petit instrument qu'il emmène avec lui pour faire joli sur des photos en montagne. C'est vraiment l'affaire de sa vie. Il va rentrer au conservatoire à Lyon. Il va être
un premier prix de conservatoire en 1928 à Lyon, puis après un premier prix de conservatoire à Paris en 1934. Donc il a été dans la classe de Gérard Ekin, qui était vraiment un très très grand violoncelliste, des classes dans lesquelles il y avait Paul Tortelier. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a poussé, qui a toujours eu. S'il y a un endroit où il a eu une très très grande exigence, même s'il a eu à beaucoup d'endroits, s'il y a un endroit où il a eu une très très grande exigence, c'est vis-à-vis du violoncelle. Il l'a travaillé toute sa vie et un élève à lui que j'ai pu rencontrer m'a dit que même à 70 ans, il était capable encore d'effectuer des pièces vraiment très très difficiles. Il a joué avec Rostropovitch, il a fait des galas à Pleyel. Donc voilà, je voulais insister sur ce côté-là. C'est pas pour faire joli, c'est vraiment un excellent musicien. C'est peut-être pas le meilleur des violoncellistes. Il y a eu des violoncellistes, il y a des plus grands violoncellistes que lui. Il y a des Paul Tortelier, il y a des Pablo Casals, il y a des André Navarra, mais il fait quand même partie de ces gens-là. Et il va, voilà, avec Cerebos, donc Cerebos, bah oui, ils vont former, il appelle toujours son violoncelle Cerebos, et ils vont former un sacré duo qui va traverser le siècle de 1911 à 2005. Et donc, deuxième passion, l'été suivant son diplôme, Maurice débarque à Chamonix. En descendant l'avenue Michel Cros, son violoncelle à la main, le jeune homme ne perd pas une miette du spectacle. Autour de lui, les montagnes qu'il a si souvent imaginées, les aiguilles rouges, celles de Chamonix, des parois, des éperons, des glaciers, des arêtes. Quant au Mont Blanc lui-même, impossible de le rater. Une statue le pointe du doigt. C'est Balma, le conquérant, qui indique le chemin à Saussure et bien sûr à Maurice. Mais le spectacle est aussi dans la rue. Chamonix est une station de villégiature mondaine et effervescente. Pendant que les alpinistes courent la haute montagne, les hôtels, palaces et brasseries de la vallée ne désemplissent pas. On s'amuse et les orchestres assurent l'ambiance. Maurice s'est fait engager par correspondance pour les 2 mois d'été dans un de ces orchestres, celui de la brasserie centrale. En fait, d'orchestre, il s'agit plutôt d'un quatuor. Contrebasse, piano, violon et donc violoncelle. Dans l'après-midi jusqu'à fin de soirée, c'est parti pour un vrai medley. Sur les pupitres, des transcriptions d'airs d'opéra, d'opérette et même de symphonies arrangées pour 4 musiciens. On est loin du conservatoire et des subtilités de la musique de chambre, mais, comme on dit, Maurice apprend et fait le métier. Cette musique d'ambiance, il la joue sans condescendance, avec bonheur et pour le bonheur des autres. Donc, il y a quelque chose. Donc, une des choses importantes aussi pour Maurice, c'est la montagne et c'est Chamonix. Donc, lui, il a vu le Mont Blanc quand il était tout petit, Villefranche-sur-Saône, parce que quand on monte un peu sur les coteaux de Villefranche, donc sur les monts du Beaujolais, quand le temps est très clair, en effet, on voit le Mont Blanc et il voyait donc au loin une espèce de gros sein blanc, très tentant. Ce qui lui a donné envie un jour d'aller voir là-bas. Il se trouve qu'il a eu, dans la maison de ses parents, il y avait un Italien qui était maçon et à la fois guide de haute montagne et maçon. Ils ont échangé des cours de ski contre des cours de violoncelle. Voilà. Et petit à petit, donc, il s'est mis à la montagne. Et il est venu, donc, juste après son diplôme à Lyon, il est venu ici, à Chamonix, se faire engager ici à la brasserie centrale. Donc il jouait, en fait, il jouait le soir en fin d'après-midi, donc quand il y avait l'ambiance dans les cafés, et après, souvent, il partait en montagne, donc il partait dans les aiguilles rouges, il montait vers la jonction, voilà, il a fait ses premières courses, il revenait le lendemain matin, il s'endormait sur ses partitions, et il recommençait. Et donc là, le virus l'a pris. Et ça a été aussi un moment où ça a été un moment pour lui aussi de rencontres importantes, parce qu'il a rencontré les Chamonniards, donc les guides avec qui il a grimpé. C'est à ce moment-là aussi qu'il a rencontré Roger Frison-Roche, parce qu'en fait, étant ici, il a abordé Frison-Roche dans la rue pour lui demander si vraiment il voulait l'emmener avec lui. Il avait entendu parler d'un tournage en montagne, et Frison-Roche l'a emmené sur un tournage, 3 vies et une corde, qui est un film d'un documentariste belge enregistré en 1900, je crois que c'est en 1933, voilà. Et donc il est monté avec Terraz, avec Frison-Roche à l'Échaud
pour tourner le film, il était porteur sur le film. Et il s'est vraiment noué vraiment de solides amitiés, ça on verra encore par la suite avec d'autres personnes qu'il a rencontrées. Et je pense que vous le savez, il a toujours été très fidèle à Chamonix, c'est vraiment un endroit qui compte énormément pour lui. Il a vraiment une très belle histoire avec cet endroit-là ici. Puis il n'y a pas que l'escalade ou la montagne, il y a le ski aussi. Alors il y a le ski aussi, donc le ski, ça c'est... donc lui il a commencé... alors évidemment il a pris des cours de ski avec ce fameux maçon. Il s'est inscrit à des premiers championnats de ski mixtes ici, militaires, civils, où bon, il skiait, à mon avis, il skiait moyennement. Puis il a progressé, et après, quand il était à Paris, il a rencontré Émile Allais. Donc il a rencontré Émile Allais qui allait, c'était dans les années 30, 35, c'était sur le tournage du Crime de Monsieur Lange. Émile Allais travaillait à Billancourt dans un atelier de fabrication de skis. Il était ingénieur pour un Norvégien, je crois, qui fabriquait des skis. Il a rencontré Émile Allais et petit à petit, il est rentré en équipe de France de ski. Alors, c'était certainement pas le meilleur des skieurs, mais il tenait quand même la route, et puis c'est lui qui faisait l'ambiance. C'est lui qui faisait l'ambiance le soir à l'hôtel, c'est lui qui faisait l'ambiance pour décontracter les skieurs quand il fallait les convoyer d'un endroit à un autre. Il courait un peu les courses, voilà. Mais il est rentré dans ce milieu et ça a été un skieur émérite. Il a fait des descentes qui ne sont pas ridicules, pour l'époque, comme le glacier du Milieu par exemple. Voilà, il est 7e sur une descente du Lauberhorn. Ça a été aussi un skieur de talent. Et donc tu disais qu'il a rencontré Émile Allais sur un tournage, oui. Où à Paris il participait aussi à pas mal de tournages, et il fréquentait aussi un milieu un peu... Sur des milieux artistiques, oui. Milieux artistiques, dont un certain groupe. Oui, alors il a rencontré... il est monté une fois son diplôme à Lyon obtenu, une fois qu'il a commencé à faire de la montagne ici, il reviendra tous les étés ici, il décide de monter à Paris pour faire du violoncelle et donc pour s'inscrire au Conservatoire de Paris. Il est d'abord il doit patienter un petit peu pour rentrer dans la classe du maître dont je parlais tout à l'heure, Gérard Hecking, parce qu'elle est pleine. Donc il meuble son temps en étant musicien dans un cinéma muet, c'était encore l'époque du cinéma muet. Donc ils sont 3, il y a une violoniste, il y a un pianiste et puis il y a lui au violoncelle. Puis on donne des indications suivant les scènes d'amour, comme ça. Scène le bandit s'en va, on dit autrement, la veuve est pleurée, enfin voilà. Donc il y a des codes, et puis ça le fait vivre. Et puis là aussi, il apprend le métier, quoi. Il touche à toutes sortes de musique. Et un jour, il finit par rentrer au conservatoire. Il habite, je crois, dans le 5e arrondissement. Il fait souvent le trajet, donc le conservatoire est à Paris, à rue de Madrid. Donc il fait le trajet avec son violoncelle sur le dos, à vélo. Son violoncelle attaché avec une corde, et il se fait remarquer par 3 personnages qui sont là au Café de Flore, visiblement à passer la journée. C'est Prévert, c'est Duhamel, donc le futur créateur de la série noire, et ces gens-là en fait font partie de ce qu'on appelle le groupe Octobre. Et le groupe Octobre, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe culturel, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais espèce d'organe culturel du Parti communiste de l'époque. Donc c'est des gens hyper engagés, anticléricaux, antimilitaristes, qui font ce qu'on appelle de l'agitprop, qui font des happenings, qui se produisent dans les usines, qui se produisent avec les grévistes, Prévert écrit des pièces contre le grand capitalisme, enfin voilà, on est là-dedans. C'est un très très grand groupe, enfin un très grand groupe. Il y a bien une quinzaine de personnes, il y a des gens comme Mouloudji, il y a des gens comme Paul Grimaud, il y a des gens comme Raymond Bussière, il y a beaucoup de personnes qui sont passées là. C'est un groupe qui s'est dissous en 1936, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord par rapport à l'engagement dans l'illégal international, mais voilà, c'est quand même un groupe qui a duré quelques années et qui a eu une grosse activité militante. Et toujours sous le mode de la farce, de la dérision, et donc les Prévert, Duhamel, qui voit passer Baquet au Grand Café de Flore avec son violoncelle, se disent tiens, ce gars-là,
peut peut-être faire l'affaire pour nous, et donc il lui propose de les rejoindre. Je vais continuer. Cerebos a toute sa place dans le groupe Octobre et prend sa part du combat. Avec Maurice, il est en première ligne pendant les grands mouvements sociaux qui précèdent l'arrivée au pouvoir du Front populaire. En mai et juin 1936, la grève est partout. Les grandes entreprises sont occupées, l'ambiance est à la fois révolutionnaire et festive. Les deux compères se retrouvent à jouer Bach dans les usines, à l'arrêt, aux rayons communiantes, des magasins du Louvre, dans les dépôts de la Samaritaine. On interprète aussi des chansons comme le fameux Marche ou crève, un hymne du groupe Octobre. Donc ça c'est... Oui, donc voilà, donc ils se produisent beaucoup avec le groupe Octobre. Alors, moi je pense que Baquet, au départ, il est attiré par le côté rigolo des choses. C'est-à-dire qu'en effet, on s'amuse beaucoup dans le groupe Octobre. C'est très drôle, c'est très satirique. Et puis petit à petit, il va épouser. C'est une cause qui lui parle. C'est-à-dire, c'est vraiment un homme de gauche. De gauche, il a été lui aussi antimilitariste, je pense aussi anticlérical. Donc, même s'il est rentré là-dedans pour faire attiré par le côté rigolo des choses, il a épousé cette cause-là. Il est toujours resté fidèle à un engagement de gauche jusqu'au bout. Même, il a côtoyé Wolinski, par exemple. Il a tourné dans des films comme Vive la sociale. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un ancrage de ce côté-là. Et puis après, donc c'est à cette occasion-là, donc il fait beaucoup de théâtre. Et c'est aussi dans ces années-là qu'il va commencer à faire du cinéma, puisqu'il va commencer son premier... il tourne un petit peu dans des films de ski, de promotion du ski, mais il rentre il fait son premier film, sa participation à un film important de cinéma, c'est Le Crime de Monsieur Lange de Renoir, qui est vraiment aussi un film très humaniste, c'est vraiment les valeurs, c'est des valeurs, c'est un film, que dire d'autre, très humaniste sur la classe ouvrière, lui, il tourne là-dedans, ça va être son premier film. Comme second rôle, et derrière il fera quand même 80 films. 80 films qui sont pour lui une activité qui n'est pas d'ailleurs essentielle. Il aura quelques premiers rôles, peut-être que on en parlera après, mais il fera 80 films, et pour lui c'est plutôt une affaire de copain qui va durer jusqu'au bout de sa vie. Donc il va faire énormément de second rôles, et ça va de chefs-d'œuvre comme Le Crime de Monsieur Lange à Les filles de Madame Claude II. Donc le spectre est large. Alors si on peut dire, ses premiers rôles à lui, qu'est-ce que ça va être? Ça va être Les Pieds nickelés. Il fait Ripolding en 1947. Les aventures des Pieds nickelés, Le trésor des Pieds nickelés. Et puis il va faire Bibi Fricotin. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il fait Bibi Fricotin en 1950. Et quand il fait Bibi Fricotin, il a déjà 40 ans. Et on peut voir le film, c'est étonnant. Il a le physique, je ne sais pas s'il a le physique de Bibi Fricotin, mais on voit un jeune homme. On voit un jeune homme. C'est son côté espiègle. Voilà. Donc il est plutôt sur des rôles en effet comiques, des rôles espiègles. Et il aura quelques rôles très sérieux dans Z de Costa Gavras. Donc, dans Z de Costa Gavras, c'est lui, au moment où Yves Montand est assassiné, c'est lui qui poursuit le triporteur du criminel. Alors qu'en fait, il est hyper sportif, hyper gymnaste, donc c'est une scène assez acrobatique d'ailleurs, et donc ça, il est très fort là-dedans. Et il fait une apparition aussi assez émouvante dans Monsieur Klein de Lauzet, où on va jouer du violoncelle au Valli. Mais bon, le gros de son répertoire, c'est quand même du rire et de la bonne humeur. Mais bon, après ce passage dans le groupe Octobre, toutes ces folles années, il y a quand même la guerre qui menace. Et lui, il a fait l'armée, je me souviens plus. Alors, justement, il a fait... donc, il a été assez pudique là-dessus. Donc, il était monté à Paris là, pour faire ses études de violoncelle.
comme il fallait vivre, donc il y a eu ce cinéma muet, il y a eu la musique, il était rentré dans l'armée aussi. Comme ça, il était dans la fanfare militaire, loger voilà, faire plaisir aussi à son père. Et puis à un moment, donc la guerre a été déclarée, donc il a été engagé. Et en fait, il est assez. Il y a une autobiographie qu'il a écrite qui s'appelle On dirait du veau. Il cite des moments assez rigolos pour lui dans la guerre, mais en fait, ça n'a pas été drôle du tout. Parce qu'en fait, il est rentré dans un régiment de zouaves. Bon, vous allez me dire pour mon baquet, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, les régiments de zouaves, c'était vraiment les premiers qui étaient envoyés au front, à la boucherie, on peut dire. Et lui s'est retrouvé dans un régiment qui a combattu dans la poche de l'île, qui a tenu la poche de l'île pendant quelques semaines en avril et mai 40, et le régiment a été complètement décimé par les troupes de rebelles, sauf quelques-uns, dont Maurice, qui lui s'est retrouvé hagard sur les routes de France, et arrivant à un moment donné à Royan. Il est arrivé à Royan, il a pu s'échapper, il s'en est sorti comme ça, mais ça n'a pas été drôle du tout. Ouais, ça n'a pas été drôle du tout. Et donc là d'ailleurs, quand il est arrivé à Royan, il a rencontré un aviateur anglais qui lui a proposé de rejoindre l'Algérie pour continuer le combat. Il a dit bon merci, j'ai déjà donné. Et donc il a eu une autre histoire pendant la guerre. Et c'est là aussi à un moment donné qu'il arrive à Chamonix. Alors après Royan, il arrive à retrouver ses amis, ou les gens du théâtre, notamment la compagnie Pierre Prévert. Et en fait, pendant l'occupation, il y a quand même une vie artistique qui est importante, hein, notamment en zone libre, ça continuait beaucoup. Il va pas mal tourner avec Pierre Prévert au théâtre, ils vont tourner en Afrique du Nord aussi. Et il va revenir ici en France. Il va y avoir un événement très important pour lui, qui est le tournage de Premier de Cordée. Le tournage bat son plein. Après les premières séquences au Brévent, puis au col de Balme, l'équipe est au cœur du massif pour plusieurs semaines. Les scènes sont souvent tournées sur les lieux mêmes de l'action du roman. On s'installe au refuge du Requin, du Couvercle, puis de la Charpoix. Et de là, direction la Vallée Blanche, le glacier du Géant, le clocher du Tacu, l'arête sud du Moine et les Drues pour la scène finale. Même s'il a dû laisser Sérébos dans la vallée, le comédien est ravi d'être là. Non seulement comme les autres, il échappe aux rigueurs du moment, mais en plus il peut s'adonner à sa passion de la montagne. Sur la pellicule, avec ses knickers, cet air d'éternel jeune homme, on dirait parfois un Tintin en montagne. Sans houppette, mais avec chemise à carreaux. Momo épouse facilement les traits de caractère que Frison a donnés à Boule, un garçon toujours prêt à rendre service et heureux de vivre. Il était toujours jovial, Boule, et sa figure exprimait un éternel contentement. Cette bonne humeur, Maurice l'incarne tout au long du tournage sur la pellicule et toute l'équipe en profite. Qui fait le pitre entre les scènes? Maurice. Qui met l'ambiance le soir au refuge pour des moments de convivialité bienvenus après des journées harassantes? Encore Momo. Sur l'écran, c'est pareil. Dans cette histoire de courage, de dépassement de soi et d'héroïsme, il faut bien reconnaître qu'on a assez peu de temps pour s'amuser. Heureusement, il y a les personnages de Baquet et Jacques Dufilot. À eux le bon mot qui détend l'atmosphère, le comique de situation. Il faut voir Boule essayant de s'occuper d'un veau récalcitrant pendant une séquence d'alpage clownesque, on dirait du Baquet. Devant la caméra, Momo ne fait pas qu'amuser la galerie, il cramponne, saute dans les rappels, grimpe, court sur les dalles de granit, car Boule est un montagnard, et Maurice se coule avec naturel dans cette facette du personnage. Au refuge de la Charpoix, avant l'assaut final, après avoir fait la cuisine, il est parfait dans ce moment où l'alpiniste sort sur la terrasse regarder le ciel, les étoiles, pour deviner comment sera demain. Comme Boule, Baquet est toujours prêt à y aller, même quand c'est dur. Jusque dans la dernière scène aux Drues où avec le sourire, il s'engage en tête dans l'ultime fissure, évidemment sans doublure. « Laisse, c'est mon tour », dit-il simplement. Oui, donc, voilà, je parle sous le contrôle des spécialistes du cinéma à Chamonix. Donc c'est un tournage important ici à Chamonix, donc le tournage de Premier de Cordée. C'est assez marrant parce qu'en fait, Louis Daquin
a dû évidemment obtenir des autorisations de Vichy pour tourner. Ils vont tourner pendant plusieurs mois. Et ça a été aussi l'occasion pour plein de gens, de jeunes, de la vallée d'ailleurs, aussi d'échapper au STO. Donc beaucoup de gens ont participé à ce tournage pour ça. Ils ont passé donc de très nombreuses semaines en haute montagne. Donc il y a des guides, il y a des porteurs, il y a des doublures, et puis il y a des acteurs de cinéma qui viennent de Paris, qui eux ne sont pas du tout alpinistes, sauf Baquet. Voilà. Et Baquet, lui, il ne se fait pas doubler. Hein, dans les scènes de montagne, il ne se fait pas doubler. On peut voir le making-of du film qui s'appelle autour d'un film de montagne, on le voit clairement, on le voit vraiment grimper. Et dans les scènes finales, justement, c'est vraiment lui qui grimpe. Donc il est dans son élément. Là, il est complètement dans son élément. Et puis en plus, le tournage, c'est quand même dur pour tout le monde parce qu'il faut rester longtemps là-haut. Et c'est lui qui met l'ambiance le soir au flux, qui sait décontracter les actrices. Et voilà, et il fait ça, avec Goldmer. Bon, certainement pour lui, ça a été une période de vacances rêvées, quoi. Voilà, malgré la dureté de la. Donc une parenthèse. Oui. Et voilà, et ça a été aussi une parenthèse pour beaucoup de gens. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que premier de cordée, l'histoire, on la connaît tous, là, c'est quand même plutôt sérieux. Enfin, c'est ce roman d'apprentissage, l'homme se grandit. Voilà, les moments d'humour, il y en a quand même quelques-uns, c'est Baquet qui les apporte. Puis après, il y a encore d'autres rencontres et d'autres tournages. Bon, alors on saute après-guerre. On arrive en 1956, début juillet 1956, avec Gaston Rebuffat. Les deux alpinistes ont profité de belles conditions pour remonter le couloir Gervasouti au Mont Blanc du Tacu. Au retour, passage obligé sur la belle face sud de l'aiguille du Midi. Au-dessus de ce col du Midi, où ils ont tourné tellement d'images, Maurice se lance. C'est rudement beau. Pas très long. Beau granit, bien ensoleillé. Est-ce que quelqu'un est passé tout droit? Non. Enfin, Gaston parle. Des tentatives à gauche et à droite, mais à rien directement dans la face. Sur ce, Gaston rejoint à grandes enjambées le bas de la paroi, la face sud de l'aiguille du Midi. 250 mètres de granit rouge d'une seule lancée entre 3600 et 3800 mètres. Jusqu'à là, jamais gravi, mais dont l'élégance des lignes n'a pas échappé à Rebuffat ni à Maurice. Première tentative, quelques dizaines de mètres d'escalade et une courte échelle les mènent au pied du système de fissures qui strie la face et doit permettre de s'élever vers le sommet. Mais, comme dit Maurice, il n'y a pas grand-chose. Si peu même que Gaston décide de réfléchir à la question, mais en bas dans la vallée, retour à Chamonix. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, les deux alpinistes remontent à nouveau les premières longueurs et s'attaquent à la suite. La progression se fait sur étrier ou en escalade libre. Pas toujours simple. Le granit est compact et ne se laisse pas avoir sans défense. Sans doute ne savait-il pas qui est Gaston, mais maintenant il a compris, il cède doucement. Maurice, toujours souriant, suit vaillamment son complice dans les longueurs, fier de partager ce moment avec lui. Après une dizaine d'heures d'escalade, les deux hommes peuvent enfin se dresser en haut des dernières dalles, sous l'œil ravi des touristes que le tout récent téléphérique vient de déposer à 3842 mètres. Ce jour-là, la Rebuffat Baquet est née. Superbe composition de deux artistes, mais aussi paraphe d'une amitié. Assis au sommet, Momo Sancho et Gaston Quichotte savourent. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce cadeau qu'ils se sont offerts, ce bonheur d'escalade qu'ils mettront en image quelques années plus tard dans Entre ciel et terre, fera rêver des générations d'alpinistes. Merci, messieurs. Oui, donc ça, c'est évidemment un passage très connu de la vie du parcours de Maurice Baquet et de Gaston Rebuffat. Donc, en effet, là, on a vraiment fait un saut dans le temps entre 1943 et 1956. Il s'est passé beaucoup de choses pour Maurice au niveau théâtral, au niveau... C'était parce qu'on reste en montagne. Oui, voilà, ouais. on en parlera tout à l'heure, ouais. Au niveau musical. Mais voilà, au niveau montagne, donc lui, il continue toujours à venir à Chamonix, tous les étés. Il a notamment un grand ami ici, c'est Eugène Coutet, voilà, chez qui il va aller souvent, même très 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 longtemps. Et puis il a rencontré Rebuffat, et je pense que les deux vraiment se sont trouvés. C'est-à-dire que
Gaston Rébuffat, lui, il a envie de raconter une belle montagne de bonheur. Il a envie de faire passer ce message-là, quelle que soit la manière dont il le fait, que ce soit à travers des livres techniques ou ses récits. Il a envie de communiquer cette idée-là au grand public. Et il trouve en Maurice aussi un compagnon qui peut lui permettre avec son talent, avec sa fantaisie, avec ses rébosses, avec le violoncelle, de donner le contrepoint qui va permettre de faire passer cette idée-là. Alors, il y a cet aspect-là, ils deviennent amis et avec Gaston, il faut un certain nombre de courses. Donc c'est pas simplement non plus, là encore, que pour la réalisation d'un film comme Étoiles et tempêtes ou Entre terre et ciel. Ils vont vraiment en montagne, c'est-à-dire que ils vont à l'Aigueur, ils vont à la face nord du Cervin, ils vont au Grand Jura, ils vont à Cauterets, voilà, ils font vraiment de la montagne. Et Maurice, voilà, est un très bon second de cordée pour Gaston Rébuffat. Et donc ils en profitent pour tourner ce document très connu qui est Étoiles et tempêtes, où on voit donc Maurice faire l'apprentissage, se couler dans le rôle du débutant, faire l'apprentissage de la montagne dans les pas de Gaston Rébuffat, et puis petit à petit faire des courses de plus en plus difficiles, donc notamment celle dont j'ai parlé. Et un jour, ils vont passer sous la face sud de l'aiguille du Midi, et il y a cette ligne-là qui est cette face qui est devant eux, et qui évidemment tente Gaston Rébuffat, et ils y vont tous les deux, donc il y a deux tentatives, et la deuxième est la bonne, et c'est une ligne, ici tout le monde sait, c'est une ligne magnifique, c'est une ligne majeure de l'escalade rocheuse. Et donc ils ont fait ça. En plus, cette voie-là, elle est aussi dans un décor où ils ont beaucoup tourné avant. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces scènes de violoncelle où on voit Maurice jouer du violoncelle, jouer les suites de Bach au col du Midi. Voilà, c'est vraiment un endroit qui est important pour eux. C'est très esthétique. L'endroit est très esthétique. Je pense que tout cet ensemble-là parle beaucoup à Gaston Rébuffat et à Maurice Baquet. Et ils arrivent à la fois à montrer cette belle montagne esthétique, à signer cette magnifique voie, et voilà, qui aujourd'hui encore fait rêver les alpinistes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps à Chamonix. Non. Il vit Alors c'est vrai que comme tu disais, il y a un décalage entre les deux, le grand Gaston, le petit Maurice, comme les héros de Cervantes, on peut le voir comme ça. C'est l'aspect poétique aussi. Et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi là, c'est que par rapport à Maurice Baquet, tout à l'heure, donc au niveau de son parcours musical, Maurice assez vite a pris une orientation vers le violon, même s'il était évidemment un excellent violoncelliste, une orientation vers entre guillemets le violoncelle fantaisie, c'est-à-dire qu'il faisait des spectacles où il faisait rire les gens en faisant de la musique. Et ça c'est très très dur. C'est très très dur. C'est-à-dire qu'il faut que la musique soit là, il faut qu'en même temps vous soyez capable de faire rire, d'amuser votre public. Et en montagne c'était pareil, c'est-à-dire que c'est pas facile d'être à 3500 mètres avec son violoncelle, de s'emmêler dans les cordes, de faire le zouave et puis de grimper, quoi. Et lui, il a quand même ce talent-là. Alors c'est pas le meilleur des alpinistes, bien sûr, loin de là, mais c'est quelqu'un de très bon aussi dans ce domaine-là. Et quand j'ai travaillé sur Maurice, j'ai rencontré notamment Anselmo qui a dit quelque chose de très très juste. Il m'a dit Maurice, c'était pas le meilleur des alpinistes, c'était pas le meilleur des violoncellistes, mais il était bon dans tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est rare. Il y a des gens qui sont très forts dans un domaine, ils sont très très forts, mais c'est dans un domaine. Lui, Maurice Baquet, il arrivait à être bon dans différents domaines. Même si le grand sujet de sa vie, c'est le violoncelle. Et l'humour. Alors, et l'humour. Le détachement, l'humour, le la détachement. bonne humeur. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose d'ailleurs c'est pas quelque chose de fabriqué. Momo, il est comme ça. Le petit, il était déjà drôle. Alors, il sait faire rire. Il a une frimousse qui fait rire. Il a des mimiques et voilà, c'est son caractère. Il s'est pas forcé par rapport à ça.
Donc on va revenir à la vie parisienne. Maurice et son violoncelle arpentent Paris du matin au soir et du soir au matin. Cérébos ne se plaint jamais des conditions de transport à dos de Momo. Ils vont de music hall en cabaret et en théâtre. À l'heure de la libération de Paris et de la fin de la guerre, les scènes ne désemplissent pas. Dès qu'il y a une heure de libre, il se trouve toujours quelqu'un pour monter un spectacle. Maurice et Cérébos sont plongés dans le bain. Les matinées en soirée et les journées sont bien remplies. 7 représentations le dimanche. Bon, les audiences sont parfois un peu clairsemées, mais nos deux inséparables font le métier, seuls ou accompagnés. Bobino, le Casino de Paris, la Rose Rouge, les Deux Ânes, le Théâtre des Variétés, le Cabaret de l'Écluse. Un ami, le surréaliste et dessinateur Maurice Henry, fait les premières affiches. Le duo est attendu, souvent le sourire en coin, mais parfois aussi en tournant. Après un concert à Pleyel où il a interprété le rondeau, mon arrivée est jugée surprenante et l'interprétation du rondeau de Boccherini, spéciale, pardon. Lisant la critique, le lendemain, j'apprends que mon jeu particulier n'avait rien à voir avec cette manifestation et que j'avais complètement déséquilibré la bonne ordonnance du programme. Petit à petit, les deux facétieux vont passer maîtres dans l'exercice des interprétations drôles et décalées. Ils excellent dans cet art difficile, celui de faire sourire tout en se hissant à la hauteur des œuvres. Ce registre, Maurice le sert non seulement à travers son jeu, mais aussi par ses mises en scène. Il fait de la musique un spectacle, et de lui et de Cérébos, deux acteurs de comédie. Mais attention, la musique est là tout entière. Le sourire que Momo apporte est avant tout un acte de tendresse. L'artiste fait peut-être le clown, il fait surtout le poète. Un poète amoureux de la vie, de la musique, qui n'a de cesse d'écrire une ode à son compagnon. Parole de connaisseur. Vous qui souvent de concert allez au concert entendre un concert, écoutez aussi celui-ci. Maurice Baquet et son violoncelle sont deux frères siamois qui se jouent de la musique. Cela ne veut pas dire qu'ils se moquent. On se moque pas de ce qu'on aime. Maurice Baquet depuis toujours aime la musique et c'est un amour partagé. C'est pourquoi la musique, il la fait rire, sourire, danser. Il a la vie dans le corps et son violoncelle, même quand l'air est classique, n'a jamais la mort dans l'âme. Jacques Prévert. Oui, donc là, on voit bien justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était ce violoncelle fantaisie. En fait, ça vraiment sa carrière de spectacle musical commence réellement à la fin de la guerre. Notamment, il va participer au gala de la Libération, des galas qui ont lieu à Paris. C'est des galas pour les forces alliées qui sont à Paris. Il y a des gens comme Django Reinhardt, il y a Fred Astaire. Voilà. Et lui, il va jouer. Il a un numéro qui est le numéro du professeur Dorji Schtroumpf, qui est un professeur de violoncelle qui arrive sur scène, qui lit son violoncelle. Enfin, bon, un aller-retour. Et il se compose un répertoire autour du répertoire classique du violoncelle. Et notamment, il va avoir sa signature qui est une pièce qui est le rondeau de Boccherini. Donc, qui est un petit rondeau pour violoncelle qui jouera tout le temps. Et c'est vraiment la signature la signature de Maurice Baquet qu'on peut entendre dans Étoiles et tempêtes, voilà, qui jouera tout le temps. Et donc il va développer tout ce talent de violoncelle comique qui le mènera jusqu'à jouer avec des gens comme Rostropovitch. Rostropovitch joue très bien du piano et il accompagnera Maurice Baquet dans des spectacles. Voilà. Avec humour. Toujours avec humour. Pas sérieux. Ouais. Et donc il a vraiment commencé sa carrière là dans le musique. Sa carrière au musical a vraiment commencé après la guerre. Et il va aussi, donc on a parlé du cinéma, il y a le théâtre évidemment, et il va aussi jouer donc, dans un certain nombre d'opérettes. Donc il va jouer avec Luis Mariano, et il va jouer dans bien une dizaine d'opérettes, jusqu'à la fin des opérettes. Enfin les opérettes au Châtelet se sont arrêtées en 1977. La dernière c'est Volga, et voilà, il fait la dernière là, et donc là il fait dans l'opérette moderne, enfin celle des mises en scène du XXe siècle, il y a souvent le chanteur et le second rôle comique qui met en valeur le chanteur.
Maurice, je vous laisse imaginer où il est, sachant qu'évidemment il est tout à fait capable de chanter et d'arriver à ski dans une opérette qui se passe en Grèce. Enfin voilà, on est là-dedans. Mais c'est toujours, il fait ça très bien, mais c'est pas forcément pour lui l'essentiel de ça lui plaît énormément, bien sûr. Il enseigne même d'ailleurs. Alors après, il va enseigner la musique parce que vraiment sa passion, je le redis, lui, ce qu'il a vraiment, lui, c'est travailler les suites de Bach en fait. Au fond de lui, c'est travailler le bon répertoire de sa grande passion, c'est ça, mais il fait tout le reste avec une grande facilité. Est-ce que tu veux qu'on passe maintenant le comeback ou si vous avez des questions, peut-être maintenant? Oui, alors, comme tu veux, je voulais juste dire éventuellement un dernier mot sur... donc, ses grandes passions, le violoncelle, la montagne, évidemment, ici Chamonix. Et il ne faut pas oublier quelque chose qui est vraiment caractéristique de Maurice Baquet, c'est l'amitié. C'est quelqu'un qui a été très fidèle en amitié et quelqu'un qui faisait pas de différence entre ses amis à Chamonix avec qui il allait grimper et Picasso avec qui il était ami. C'est quelqu'un qui restait toujours fidèle en amitié jusqu'au bout avec les gens qu'il a connus. Et qui a créé des liens d'ailleurs entre... Oui, qui a créé qui partageait, qui ne cloisonnait pas ses relations. Notamment, par exemple, on n'a pas évoqué la figure de Douaneau. Les photos, oui. Voilà. Mais il a rencontré Douaneau lors d'un de ces galas justement à la fin de la guerre. Douaneau, qui était quelqu'un plutôt d'assez sérieux, a été un petit peu fasciné par le personnage de Maurice Baquet. Il l'appelait mon professeur de bonheur. Et ensemble, ils ont décidé de travailler ensemble, de faire des photos de Maurice avec son violoncelle, de se raconter des histoires. Et c'est une aventure qui a duré 30 ans, parce qu'il a fallu 30 ans pour publier le livre. Et après, comme tu dis, c'est un passeur, puisque il a fait Douanois par Maurice, a aussi rencontré Prévert, enfin voilà. Et c'est pour ça que tu as pris aussi un recueil de photos? Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un recueil de photos, parce que parler de Maurice Baquet sans voir les photos, on s'est dit que c'était quand même un petit peu dommage. Et donc il y a des photos de Douaneau, mais il n'y a pas que des photos de Douaneau, puisqu'il y a aussi des photos de ses tournages, des photos de vie quotidienne, des photos de ski. Voilà. Il y a aussi une affiche de Sampé. Est-ce qu'il y a des femmes dans sa vie? Ah oui. Et même des enfants. Alors j'en ai relevé 2. Il y en a certainement un peu plus en fait. Il a rencontré sa première femme, Jacqueline Figus, était danseuse. Il l'a rencontrée au théâtre à l'ABC à Paris. Pendant la guerre en 1943, elle faisait l'ouverture de spectacles de Charles Trenet. Elle était danseuse de claquettes. Voilà. Ils ont eu Jacqueline Figus, ils ont eu une fille ensemble qui a aussi fait de l'opérette. Et il a eu une deuxième femme, donc il a épousé dans les années 60, Marie Baquet, qu'il a rencontrée sur une opérette qui s'appelle Le Temps des guitares. Une opérette avec Tino Rossi, en fait, on est en plein milieu des années 60, sur l'arrivée de la guitare électrique parmi la jeunesse. Voilà. C'est un peu surréaliste. Mais il l'a rencontrée là, elle était danseuse aussi, et après elle a été danseuse de Maître de Manet pour Averti à la télé. Et voilà, donc elle est toujours parmi nous, Marie. Elle a vraiment énormément aidé pour le livre. Et ils ont eu... C'est celle d'origine russe? Oui, c'est celle, elle est d'origine russe. Elle s'appelait Marie? Elle s'appelait Marie, oui. Ah ouais. Et avec un nom russe, vous me pardonnerez, je ne vais pas le prononcer. Mais voilà, donc, et ils ont eu 4 enfants qui sont qui sont tous dans le monde du théâtre, du spectacle ici. Voilà. Ouais. Oui, absolument. Il y en a un qui est comédien et qui n'est pas un mauvais grimpeur. Il y en a un qui est comédien, oui, qui est Grégory Baquet, qui a une Grégorière. Il y a Anne Baquet qui est chanteuse.
qui est chanteuse lyrique, vraiment d'ailleurs un peu dans la tradition de... Finalement c'est elle qui, je trouve, poursuit le mieux l'héritage, enfin pas le mieux, mais le plus l'héritage de Maurice. Il a un fils qui est régisseur d'un théâtre à Avignon et un fils qui est producteur de spectacles. Famille de musiciens. Donc il a eu ces deux personnes-là. Mais pas d'alpiniste, avec juste le fils. Ouais. Et Grégory qui grimpe. Grégory qui grimpe un peu. Ouais. Et c'est rigolo parce que sur un tournage d'une série télévisuelle de pas grand intérêt, dans des scènes d'escalade, il voulait pas se faire doubler. Comme son père. Et il parlait de son père. Non, moi je grimpe, je veux pas être doublé. Chouette. Oui, déjà merci pour votre travail. Et comment vous avez rassemblé toutes ces données? Il y a de la documentation, vous dites que vous avez rencontré son épouse. Et comment vous avez fait pour amasser tout ça? Alors déjà, il y a une autobiographie de Maurice Baquet qui s'appelle On dirait du veau. Voilà. Qui a été publiée en 1979, donc dans laquelle il y a beaucoup d'anecdotes déjà qui sont présentes. Alors ça ne couvre pas toute sa vie, puisqu'il manque toute la période jusqu'à 2005. Il y a eu un mémoire universitaire fait sur lui, sur Maurice Baquet, comédien, parce qu'il y a quand même 80 films, des dizaines de pièces de théâtre. Voilà. Il y a un vrai travail qui a été fait autour de ce qu'est un second rôle, quoi, en prenant la personne de Maurice Baquet. Donc il y a beaucoup de travail avec Marie Baquet, donc que j'ai interviewé. Et puis j'ai interviewé aussi un certain nombre de personnes qui l'ont connu ici à Chamonix, à Paris, des gens qui ont travaillé avec lui, des gens qui l'ont filmé, comme on verra tout à l'heure, comme Nicolas Philibert par exemple, qui a tourné le comeback de Baquet. Et puis voilà d'autres lectures, les livres de Prévert, de Doineau, les livres sur le groupe Octobre, beaucoup de recherches documentaires en fait aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est à plusieurs endroits en fait. Et le travail c'était un peu de reconstituer ce parcours qui est qu'un coup là, coup là, coup là, coup là. Et donc, tu veux qu'on regarde le comeback? Je peux dire quelques mots sur ce film. Bien sûr. Ah ouais. Oui, donc ça c'est une période c'est une période plus tardive, c'est-à-dire là on est en 1988. Donc il y a un cinéaste qui s'appelle Nicolas Philibert qui a filmé notamment Christophe Profit dans ses ascensions en solitaire et qui à un moment donné a envie de faire un film sur la montagne, mais de raconter une histoire de cordée. Et il a envie de raconter une histoire il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, comme un passage de témoin entre Gaston Rébuffat et puis Christophe Profit, voilà, qui à cette époque-là, vraiment, incarne vraiment quelque chose pour le domaine de l'alpinisme. Et comme Christophe fait du violoncelle, il voit Nicolas Philibert qui connaît Maurice Baquet, qui l'a vu dans un certain nombre de films, qui a découvert qui il était, voilà, l'idée de faire, de composer ce film, le comeback, avec Christophe Profit et Maurice Baquet. Et l'idée, c'est qu'ils vont à la face sud de l'Aiguille du Midi, là où Maurice était avec Gaston Rébuffat 32 ans avant. Ils vont refaire la Rébuffat-Baquet à la face sud de l'Aiguille du Midi. Donc, et voilà, Nicolas Philibert filme ça. Et donc c'est un film assez intéressant parce que il met dedans aussi des images de l'arrivée, des images d'étoiles et tempêtes dans lesquelles on voit Maurice arriver à Chamonix. Et puis il y a des images tournées avec Christophe là-haut. Alors il était déjà assez âgé, hein, il devait avoir 73 ans, il avait des douleurs, des grosses douleurs dans le dos. Ils n'ont pas fait peut-être la voix en entier, mais peu importe, c'est pas là le propos. Ils sont retournés à cet endroit-là. Là, il y a beaucoup de poésie. Et voilà, c'est le comeback de Baquet, mais un comeback à Chamonix qui a toujours, enfin, je veux dire qu'il a jamais cessé de faire.
c'était vraiment voilà, C'est un hommage. un endroit, voilà, un endroit important pour lui. D'ailleurs, il a été, je crois, plus ou moins citoyen d'honneur par ici. Ouais. Il a eu une guide honorifique à Je sais plus à en quelle la année, compagnie. mais- Il a animé plusieurs fêtes des guides. Il est venu ici pour l'Avalanche de Maroc en 99 jouer pour les victimes. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit important. Il était très généreux, très altruiste. Oui, oui, oui. Tout à Toutes fait. ces manifestations, c'était Oui. pour faire plaisir. Oui, quoi. oui, oui. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est ce que me disait C'est ce Marie, cadeau, par exemple. toujours. Il se préoccupait pas tellement des histoires d'argent, par Ouais. exemple. C'est-à-dire, à un moment, il était un peu problématique, pouvait l'être, Ouais. mais voilà, il était très généreux, il Et jouait. à disposition, quoi. Et il jouait ici, il jouait ici, près de la statue. Il faisait des petits concerts le soir dans les années. Non, plus tard que ça, même les années 80, des petits concerts de musique légère avec une altiste. Voilà. Et pour l'histoire des éditions Guérin, je rappelle ce que je t'ai donné tout à l'heure, c'est en 99, il avait écrit une lettre par mon intermédiaire à Michel Guérin, parce qu'il avait envie d'être édité, que ce que On dirait du veau soit édité aux éditions Guérin, en ajoutant des choses qu'il proposait avec des photos de douane. Et puis Michel, On dirait du veau, ça. Tu lui as pas parlé. Donc, j'avais dit oui, mais il veut bien changer le titre, et puis je sais pas ce qui s'est passé, donc c'est bien que finalement ton histoire revienne ici, dans le livre rouge, parce qu'il le mérite. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui l'ont connu. Oui. Oui, Moi, je l'ai vu jouer dans une opérette qui s'appelait L'Auberge du Cheval Blanc. Moi aussi. Ah oui. Au château. Et puis ici à Chamonix. Très souvent. Au Tunis. Il n'y a pas beaucoup d'alpinistes chanteurs d'opérette en fait. Hein. Non. C'est ça qui est. C'est ça qui est fascinant. Qui est fascinant. Et pourquoi quel a été le départ de cette écriture? Et ben, le départ de cette écriture, en fait, moi j'avais une photo. J'ai une photo chez moi. J'ai la photo, c'est cette photo-là. D'accord. Donc la fameuse photo de Doisneau, violoncelle prend deux ailes. Voilà, où il est là dans les aiguilles rouges face au massif, et puis c'est quand même c'est intriguant, quoi. Voilà. Et en creusant, comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a quelqu'un avec plusieurs facettes, différentes dimensions, et puis que ça va être aussi, comment dirais-je, moi ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler de quelqu'un. Lui, quand il parle de montagne, il ne va pas vous parler, lui, c'est pas la première qui a été difficile, c'est pas l'exploit, c'est pas l'engagement, c'est une montagne heureuse. Ça ne veut pas dire qu'il faisait de l'alpinisme, mais lui, en tout cas, ce dont il a envie de parler, c'est ça. Voilà. Et ça me plaisait aussi, parce que il y a beaucoup de récits très intéressants d'ailleurs sur le grand alpinisme. Il y a des gens qui en parlent très bien, qui l'ont pratiqué, mais lui, c'est pas ça. Voilà. C'est une montagne un peu décalée, une montagne qu'on peut prendre un peu de côté, qui va prendre un peu de côté, tout en en faisant très bien, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait, ce regard de bonheur, quoi, sur la montagne. Tu peux peut-être préciser que tu es alpiniste et Oui, musicien. j'allais dire ça. Donc non mais t'as ce double regard qui permet de... C'est vrai. Et voilà, c'est quelqu'un qui, alors on pourrait dire, je suis vraiment en empathie avec mon personnage. En fait, bon, c'est pas mon personnage d'ailleurs. Je suis en empathie avec lui, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui me parle. Voilà. Moi, c'est quelqu'un qui, par les différentes choses qu'il fait, la manière dont il aborde les choses, voilà, ça résonnait en moi. Je ne le savais pas au début, et j'avoue que j'ai pas été déçu, quoi, parce que j'ai trouvé. Et tout le monde, et tous les gens que j'ai rencontrés, cette facette
cette constance en amitié, cette bonne humeur, cette fantaisie avec talent. Voilà. Tout le monde m'en a parlé, a reconnu ça, quoi. C'était pas. Alors j'imagine qu'il y a des moments plus difficiles, évidemment, mais voilà, globalement c'est quand même ça. Et il s'intéressait, hein, je pensais là, au niveau musique, il est violoncelliste classique, mais il s'intéressait au jazz. Il aimait beaucoup le jazz. Il connaissait par cœur des solos de ténors qui étaient dans la section d'Ellington, qui jouaient beaucoup. Voilà, mais il a sa période américaine aussi. Oui, parce qu'il a été aux États-Unis, il a tourné à Las Vegas. Il a fait une grande tournée américaine avec Robert Derry, donc La plume de ma tante, donc Robert Derry, Les Branquignoles. C'est une tournée qui a duré 2 ans. Je pense que ça a été un petit peu long pour lui. Mais voilà, là, il a tourné, ils ont fait des dizaines de représentations, et il a croisé des gens comme Ziggy Gillespie, comme Harry Carney, qui est un des ténors de la section d'Ellington. Il était capable, face au gars, de lui chanter ses chorus de saxophone. Voilà. Et Claude Bolling, d'ailleurs, a écrit une pièce pour lui. C'était quelqu'un de très ouvert sur... En tout cas, il était méconnu. Alors, il est à la fois méconnu dans le détail. Voilà, Il est très connu par il est très connu par une certaine génération, enfin, par un certain nombre de personnes. On leur dit Maurice Baquet, le gars avec le ici par exemple, on va dire ah oui Maurice Baquet avec le gars avec le violoncelle en montagne, tout le monde fait ah oui. Par contre, les gens qui connaissent par exemple ce qu'il a fait en montagne ne savent pas ce qu'il a fait à Paris. Et inversement, les gens qui connaissent son côté parisien ne savent pas l'alpiniste qu'il a été, le skieur qu'il a été. C'est ça qui est étonnant. Mais Maurice Baquet, vous montrez une photo de Maurice Baquet, il y a beaucoup de gens qui connaissent parce qu'ils l'ont vu aussi dans des tas de films, quoi, dans des émissions de télé. Il est à la fois connu et méconnu voilà, c'est un second rôle, c'est un peu un outsider. Et ça, c'est intéressant. Parce que lui non plus n'a pas cherché à être sous les feux de la rampe tout le temps, à se mettre en avant. Non, pas tellement. Au contraire, c'est quelqu'un de discret. Pas tellement. Quand on lui demandait de se présenter, il disait « Oh, je suis Beaujolais ». Voilà. Et même dans le domaine du cinéma, il aurait pu... alors on imagine c'est un domaine dans lequel on peut avoir envie de percer. Enfin, il aurait pu, non, lui, c'était être un second rôle dans des films avec ses copains, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, il était plutôt pas dans la reconnaissance, mais au contraire dans le plaisir. Oui. Il était dans la bonne humeur et le plaisir. Il était plutôt dans le plaisir. Reste, voilà. Et à côté de ça, il était... d'autres valeurs. D'autres valeurs, mais par exemple, je vous le redis, sur le violoncelle, il était... les gens... J'ai rencontré un de ses anciens élèves, comme je disais tout à l'heure. Le gars, il était venu... il était tout jeune, il devait avoir 6-7 ans, cet élève-là. Une petite dizaine d'années. Il était venu pour s'inscrire en piano. Et quand il est arrivé au conservatoire, il a vu une petite affichette avec un dessin d'un drôle de bonhomme avec un corps de violoncelle. C'était Maurice Baquet. Et il s'est dit, ah bah non, moi je vais plutôt faire ça, ça va être plus marrant que le piano. Il n'a pas rigolé du tout pendant 10 ans. Il n'a pas rigolé du tout, mais voilà, il est devenu un violoncelle. Et là, Maurice transigeait pas là-dessus. C'était notre examinateur. On a passé notre examen, on avait une classe de violoncelle. Oui, bah oui, voilà. Oui. Et c'est lui qui nous a fait passer l'examen de 2e cycle avec mon fils. Et on a joué devant Maurice Baquet. Francesco, il l'a fait venir et puis il a dit oui, j'arrive tout de suite. Et il a fait l'examinateur. Alors un examinateur, il est sympa Oui, nous on était tous un peu stressés, mais il était... Et d'ailleurs, comme il ne nous voyait pas, il écoutait, il entendait toutes les fausses notes, c'est ça qui nous faisait peur. Parce qu'il était beaucoup mieux. Oui, voilà, en fait, il est... Donc à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle, possiblement aussi parce que... Enfin, vous, je ne sais pas si... C'était pas le seul, hein, mais vous regarderez les photos en montagne, parce qu'il n'y a pas de lunettes, pas de lunettes de soleil, rien du tout. Donc il est devenu aveugle, et il continue à jouer. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et je crois d'ailleurs que le conservatoire, au printemps musical de Chamonix, le conservatoire lui a rendu hommage. Oui, alors nous on a joué avant, voilà. Tous les élèves on a joué, il y avait Christophe. Et puis après il a fait son spectacle.
C'était fabuleux parce que c'était trop drôle en plus. Et il jouait tellement bien alors qu'il avait des problèmes avec ses doigts, il voyait plus, il continuait à faire le pitre et il jouait juste en faisant le pitre. Oui, voilà. C'est ça qui est très dur. Voilà. Et en fait, il avait vraiment une excellente oreille. Une oreille absolue. Enfin, voilà. Il était avec une constitution robuste aussi au niveau des doigts, parce que les cordes de violoncelle, c'est gros. Voilà. Il était président d'honneur de l'association. De notre association, oui. Les amis du violoncelle du monde.